Salut à tous, c'est Guillaume de Digital Loire Vallée. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session du Digitalk spéciale Relations Presse. Aujourd'hui, on accueille Laurence et Claire de l'agence GNG. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Guillaume Guillaume. et bonjour à tous. Alors GNG, c'est une agence conseil en stratégie d'influence spécialisée sur les affaires publiques, les relations presse. Claire et Laurence, vous allez nous en dire un petit peu plus dans quelques instants. J'en profite donc pour accueillir les participants du jour. Je rappelle qu'il y a un chat pour échanger, un espace questions pour poser vos questions qui seront relayées à Laurence et à Claire tout au long de cette session. Et également un sondage qui vous attend dans l'espace sondage pour connaître votre degré d'expérience avec les relations presse. Laurence, Claire, je vous laisse la main pour la présentation. Oui. Merci beaucoup Guillaume. Merci à tous. Donc, on est ravis vraiment d'être là. On va vous présenter rapidement l'agence et on va se présenter également. Et ensuite, on va démarrer ce workshop. Donc, Laurence, je te laisse présenter. Je suis Laurence Paulin, je suis directrice conseil au sein de l'agence GNG et je gère des clients dans des univers assez variés, mais plutôt orientés sur les finances et le tech. Donc, start-up ou société plus importante. Donc, voilà. Et ce qu'on appelle en RP, en relations publiques, moi en affaires publiques, puisqu'on a un pôle qui est séparé pour cette activité-là. Exactement. Et moi, je suis Claire Belzesco, donc je travaille à l'agence depuis 6 ans et je m'occupe du pôle Smart City et Innovation et j'accompagne principalement des startups. Donc voilà, donc juste rapidement, l'agence GNG, on est une agence de communication 360, comme le disait Laurence, on a trois grands volets, donc les relations presse, donc là on va s'adresser aux médias, mais on travaille aussi les affaires publiques, donc qui est plutôt de la communication institutionnelle où on va s'adresser aux décideurs, aux élus locaux et élus en général. Et on a un volet aussi e-influence où on accompagne des marques dans leur campagne d'influenceurs, ou ça peut être même avec des influenceurs de Key Opinion Leader. Donc l'agence existe depuis 10 ans aujourd'hui. On a de très belles références dans tous les secteurs. Donc voilà, on vous a mis quelques-unes de nos références, comme les licornes comme Payfit, Zendesk, voilà, YouSign. Avec l'Assosystème également. B2C ou en B2B aussi. Donc, le spectre de nos expertises est assez large. Comme vous pouvez voir sur ces. Ouais. Alors, ce workshop, donc l'ERP, c'est quoi, à quoi ça sert? Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir avec vous, en fait, c'est, on ne va pas rentrer forcément dans le détail, mais juste vous apporter en fait un éclairage sur ce que l'on peut attendre des relations presse, comment est-ce qu'on travaille avec les journalistes, à quoi ça sert, et quels sont, je dirais, en gros, les quelques trucs à savoir pour bien démarrer une relation avec les journalistes. Tout à fait. Mais avant de penser en fait à émerger dans les médias, c'est très important de se poser les bonnes questions, notamment sur sa propre boîte, sa raison d'être. Il faut savoir qui on est. C'est un petit peu les 5 questions, qui, quoi, comment, où, pourquoi. Il faut cocher toutes les cases pour ensuite pouvoir délivrer les bons messages. Ça consiste en trois piliers. Il faut faire de la veille, de manière à savoir qui écrit sur quoi et de quelle manière est traitée l'information. Il faut avoir travaillé ses messages, qu'est-ce qu'on veut dire, et surtout son actualité. Un média, il s'adresse à une audience, quelle qu'elle soit, un internaute, un spectateur, un auditeur ou un lecteur. Simplement, il est le relais en fait d'une actualité. Donc, on n'arrive pas avec un journaliste avec c'est ma société, elle marche très bien, je voudrais vous en parler. Non, ça ne marche pas, ça. Il faut vraiment avoir construit un message et surtout essayer, même si l'actualité est un prétexte, mais au moins avoir quelque chose de neuf à lui raconter. Voilà. Une fois que vous avez détaillé ça et sur ces questions-là, on va y revenir plus loin. Mais voilà, une fois que la raison d'être de votre boîte est précise et que vous arrivez à l'exprimer, ensuite, il y a 5 points très importants. Donc, c'est déjà de définir ses objectifs business.
En soi, les objectifs business, c'est votre stratégie à vous, mais ça va impacter vos relations presse, votre communication, et c'est ce qui va vous permettre en fait de construire une stratégie RP adaptée. Par exemple, si on veut accélérer ses ventes, créer du lead, etc., il faut que votre boîte, votre produit acquiert de la notoriété, soit connu, soit vu. Donc, on va aller travailler sur ces points-là. Par exemple, pour acquérir de nouveaux clients, partenaires, il faut rassurer. Donc, du coup, on va venir étayer les messages, on va venir les illustrer, les crédibiliser. Typiquement, start-up, vous voulez faire une levée, les investisseurs vont être plus friands des startups qu'on a déjà entendu parler, voilà, qui font parler d'elles. Donc, tout ça, ce sont des points importants à définir en amont et qui nous vont nous permettre après d'établir une stratégie pertinente. Alors, par exemple, un exemple de stratégie RP, c'est l'objectif business que l'on va traduire en fait en stratégie RP. Si on décide, si on part du principe qu'on va faire émerger la marque et ses attributs dans son environnement auprès des médias, il va y avoir 2 piliers. Le premier, ça va être effectivement de faire incarner la marque par son dirigeant, par son fondateur, par une personne qui sera à même d'intervenir et de prendre la parole. Et puis après, de travailler sur les expertises, les solutions, les services qui sont proposés. Mais ce n'est pas suffisant, il faut descendre un petit peu et là, aller dans ce qu'on appelle le cas client, c'est-à-dire démontrer que vos services et vos solutions apportent des bénéfices à des clients, qu'ils s'en servent et qu'ils acceptent de témoigner en votre faveur. Ensuite, le deuxième point très important, c'est justement de définir vos publics cibles, parce que chaque public cible correspond à une cible de médias précise. Donc, est-ce que je veux m'adresser seulement à mon écosystème? Donc là, on va toucher plutôt de la presse spécialisée. Est-ce que je veux toucher une cible B2G? Donc, la cible B2G, c'est la cible institutionnelle. C'est là où on va vouloir s'adresser à des collectivités, à des régions. La cible B2B, qui est la cible business, et la cible B2C, qui est consumer. Vous pouvez très bien avoir plusieurs publics cibles, c'est-à-dire travailler la cible B2G et la cible B2B, parce que vous avez une start-up qui s'adresse à la fois à des entreprises, mais aussi à des collectivités. C'est le cas, par exemple, avec l'un de nos clients qui s'appelle Klaxit, qui propose du covoiturage domicile-travail et dont le modèle business, en fait, est axé sur les collectivités et les entreprises. Vous pouvez avoir des cibles B2B, B2C. Donc, voilà. Donc, mais tout ça, il faut le définir en amont pour ensuite construire le bon message. Alors, ce message, son contenu va être identique, mais la manière de le présenter sera différente en fonction justement des journalistes à qui vous vous adressez. Voilà, donc il faudra travailler dans ce sens-là. Ensuite, le troisième point, c'est de définir les éléments différenciants. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que vous pouvez arriver sur un marché où il y a déjà de la concurrence. Donc là, il faut que le journaliste puisse tout de suite voir en fait ce qui vous différencie de ces concurrents-là et que vous n'avez pas exactement la même offre, le même produit. Et idem, si vous arrivez le premier sur le marché en tant que pionnier, en fait, c'est un autre système, mais il y a énormément de pédagogie du coup à faire parce que justement, il n'y a pas de point de comparaison et c'est très important du coup d'avoir des éléments différenciants qui sont clairs et qui du coup reflètent tout de suite votre raison d'être. Ces éléments différenciateurs, il faut les illustrer. On ne peut pas se contenter de dire je suis pionnier et puis s'arrêter là. Ouais. Ça veut dire qu'il faut expliquer que depuis X années, vous travaillez sur un développement quelconque. Il faut des chiffres de progression, il faut des clients. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de donner votre chiffre d'affaires sur les startups. On sait que les démarrages peuvent être fulgurants, mais je veux dire, les chiffres sont pas souvent représentatifs. Mais en tout cas, essayez de donner des grandes tendances qui crédibilisent en fait votre message clé. Ouais. Et c'est très important aussi d'identifier ces points différenciants parce que quand vous allez vous exprimer auprès du journaliste, vous allez pouvoir vous dire c'est ça que j'ai envie que le journaliste retienne parce que c'est ce qui va me permettre de faire la différence justement avec les concurrents.
déterminé, ça sera vraiment le vôtre, il vous sera propre. Ouais. On ne pourra pas mettre le nom d'une autre société à côté, accolé à ce message. C'est vraiment celui qui vous définit le mieux. Exactement. Et c'est là où on revient au début de la présentation quand on parlait de votre raison d'être. C'est ce qui va vraiment la définir. Ensuite, justement, dans Claire, cette même idée de… Oui, pardon. si je peux juste intervenir, on me signale des petits soucis d'audition. Il semblerait que votre micro soit peut-être un peu difficile à capter. Mince. Je vous invite peut-être à repositionner votre ordi entre vous deux ou plus proche de vous, de manière à ce qu'on vous entende vraiment au mieux. Alors, attends, on va mettre… Hop. Est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est bien. C'est sans doute mieux. Si vous l'avez replacé entre vous, plus proche de vous, c'est sans doute mieux. Je vous laisse poursuivre. On a mis un petit normalement qui… Ouais, on a mis un micro extérieur, en fait. Ouais. C'est top. Effectivement, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Bon, Merci. Pardon pour l'interruption. Je vous laisse reprendre. Désolée du coup. Donc, comme on le disait, là, on va revenir sur… très important et surtout quand on est une start-up, mais même quand on est une entreprise, peu importe en fait, de savoir présenter son activité. Donc souvent, les startups ont l'habitude de pitcher, donc elles arrivent à roder leur message, mais en fait, il faut que quand vous parliez de votre entreprise, en 2 phrases, la personne comprenne ce que vous faites, qui vous êtes. En gros, nous, là, on peut se dire pourquoi elle a mis une image d'une maman et de sa petite fille, mais en fait, c'est l'idée de se dire que vous racontez votre entreprise, un enfant doit comprendre qui vous êtes. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir un message qui est articulé. Donc, on aime bien proposer cette articulation en disant, on part de la jeunesse de votre projet, l'histoire, en fait, d'où est partie cette idée, ce qui va venir créer un peu votre storytelling. Le storytelling, attention, ça ne veut pas dire réinventer complètement le début et puis l'histoire de sa boîte. Non, c'est vraiment de garder la réalité des choses, mais venir voilà, la raconter d'une manière fluide et qui donne envie d'être écoutée. Et ensuite, il faut tout de suite arriver sur la raison d'être de votre entreprise, c'est votre ADN. Et c'est là aussi on va venir justement placer ces éléments différenciants dont on évoquait tout à l'heure, et découler tout de suite sur votre ambition, là où vous voulez être dans 2 ans, dans 3 ans. C'est important que ce soit un journaliste, un investisseur, peu importe, qu'on arrive à voir la projection. C'est aussi important de travailler son positionnement. Et idem, c'est ce qui va venir aussi vous aider à vous démarquer de la concurrence. Et ensuite, la vision de ce que vous voulez apporter de plus, de ce que vous voulez changer dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, on arrive sur le dernier point qui est hyper important. Donc, du coup, c'est votre identité. Et là, comme le disait Laurence tout à l'heure, c'est d'incarner son entreprise. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans des entreprises froides. On a besoin de visage. Donc, ça peut être le fondateur, ça peut être un porte-parole. Mais voilà, il faut incarner son entreprise pour lui donner une identité. Donc, une fois que vous avez bien mappé, bien construit ces 5 points, donc vous avez défini votre message. C'est à partir de ce moment-là où vous pouvez commencer à vous projeter dans du contenu à destination des médias. Et donc là, du coup, on a un petit peu listé grossièrement les différents supports sur lesquels desquels on peut utiliser en fait pour s'adresser à eux. Donc, il y a le communiqué de presse. Ça, je pense que tout le monde le connaît, c'est ce qu'il y a de plus classique. Attention, un communiqué de presse, c'est pas un fourre-tout. Un communiqué de presse égale une information. Une information, et surtout la façon dont c'est rédigé, c'est pas une rédaction, c'est pas intro, développement, conclusion. Ouais. Dans les 10 premières lignes, le journaliste doit savoir exactement quelle est l'actu, quelle est l'annonce, qui l'a fait. Voilà, donc et au fur et à mesure, on descend dans le détail. On peut avoir des citations, des illustrations concrètes, mais sincèrement, le journaliste, il reçoit à peu près, un journaliste des Échos ou du Figaro, il doit recevoir 500 communiqués par jour. Donc, il n'a pas le temps de tout lire. Donc, l'accroche sur le mail est hyper importante.
Si celle-ci attire son attention, il va ouvrir le document et effectivement, il va prendre 2 minutes pour lire et en fonction de ce qu'il aura retenu, il vous contactera ou pas, ou il prendra l'information. Donc, c'est primordial de ne pas se lancer dans la rédaction. On n'est plus à l'école. Et c'est vrai que la tentation est grande de toujours raconter plein de choses, mais il y a un moment, c'est un communiqué, une actu. Et de ne pas faire l'erreur, comme dit Laurence, de mettre l'information principale en fin de communiqué de presse, parce qu'on se dit, bon, on a parlé du contexte, etc., et l'info arrive en dernier. Ça, c'est pas du tout bon. C'est le contraire, en fait. Ensuite, il y a l'infographie, donc très utile. En soi, elle va pas... Normalement, c'est pas une infographie pour avoir des retombées presse immédiates. On l'a fait parce qu'on a de la data, on a des données intéressantes, on peut apporter une analyse complète aux journalistes. Donc, c'est plus pour l'envoyer, la partager aux journalistes en lui disant, voilà, si à un moment donné, vous traitez du sujet de notre secteur, voilà les chiffres que nous, on a recensés. Et puis, du coup, le journaliste va pouvoir aller piocher dans cette infographie. Et après, ça, l'infographie, vous pouvez aussi l'utiliser, par contre, sur vos supports à vous, sur vos réseaux sociaux. C'est toujours très intéressant. Il y a l'alerte presse, qui a plusieurs noms. On appelle aussi flash mail. Enfin, voilà, il y a différentes. Mais en fait, l'alerte presse, c'est plutôt sous format de mailing. L'information est vraiment très courte et généralement, elle s'appuie sur une actualité chaude. Donc, c'est parce qu'il y a eu, par exemple, une annonce faite par le gouvernement qui concerne votre secteur. Vous voulez réagir, vous voulez y apporter des précisions. Donc, du coup, là, vous allez contacter le journaliste en lui faisant 2-3 lignes sur le contexte d'actualité dans lequel vous vous insérez et tout de suite, pourquoi pas, voilà, votre commentaire, votre décryptage de cette actualité. Et du coup, après, de lui proposer en fait un échange pour en parler plus amplement. Voilà. Ensuite, il y a le dossier de presse. Alors, le dossier de presse, honnêtement, on en fait de moins en moins. Ou alors, ça concerne vraiment des typologies de clients de secteurs. Par exemple, sur le lifestyle, ça a tout son sens parce qu'on a besoin de montrer beaucoup de visuels, etc. Mais après, il peut être quand même pertinent si justement vous arrivez sur un marché et que vous avez besoin d'illustrer, d'éduquer un marché. D'éduquer un marché, voilà. Il peut servir aussi pour faire de la pédagogie. Et ensuite, il y a différents outils, comme par exemple réaliser une étude, un livre blanc, un sondage, écrire un manifeste, qui peut aussi vous permettre d'émerger dans les médias. Une étude, typiquement, ça marche très, très bien médiatiquement. Et notamment en exclusivité avec certains titres. Ouais, donc, complètement. Mais à condition qu'elle soit réalisée par un institut extérieur. Ça a plus de poids que si c'est vos propres chiffres que vous analysez. Par exemple, on sait qu'en dessous de 1000 sondés, généralement, les médias... oui, parce qu'il faut que l'échantillon soit représentatif de la population ciblée, donc généralement de plus de 18 ans. Donc, il faut au moins 1000 répondants. Donc, ce qui veut dire que c'est effectivement beaucoup plus simple de le faire par un organisme spécialisé, un IFOP, Paris ou autres, qui sont peut-être un peu moins chers pour les traiter. Ensuite, il y a la tribune. Alors, la tribune, il y a beaucoup de médias qui se sont positionnés là-dessus. C'est les pages idées, opinions, en fait, que vous retrouvez dans les grands quotidiens généralistes, mais également en presse spécialisée. Donc, la tribune, c'est un article que vous rédigez et que vous signez. Mais c'est pas une page de publicité. C'est vraiment pour exprimer une vision, un point de vue, une tendance, des perspectives, un coup de gueule également. Et on prend de la hauteur, c'est-à-dire qu'on analyse une situation et on dit ce qu'on en pense sans y intégrer en fait ce que vous faites vous dans votre propre entreprise. Donc là, par exemple, nous, on a travaillé pour une start-up qui s'appelle Nukai, qui développe de l'IA explicable, qui est une IA qui permet que l'homme garde le contrôle sur la machine. Et la tribune, effectivement, c'était ça. Comment garder le contrôle comment l'humain peut-il contrôler la machine? Voilà, donc qui explique effectivement, sans rentrer dans un détail trop technique, mais quels sont les enjeux en fait qui sont par rapport à cette IA explicable. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser, quand on parlait des cibles tout à l'heure publiques, il faut aussi penser donc un message différent pour chaque cible et un message vulgarisé
Si vous compréhensible. si vous adressez à une presse spécialisée qui connaît très bien votre domaine, vous allez pouvoir un peu utiliser le jargon. En revanche, si vous vous adressez à de la presse business, éco-généraliste, il faut vulgariser cette information-là parce que déjà, de une, le journaliste n'est peut-être pas un expert sur votre secteur, et de deux, il faut qu'il ait envie de pouvoir traduire toute l'information qu'il a prise et de la délivrer à son lecteur. Donc, ouais, je vais là-dessus parce que c'est très important. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, on vient étayer ces propos avec du chiffre, du témoignage, du visuel. En fait, tout ça sert à crédibiliser son propos. Ça sert à crédibiliser son discours. Donc, voilà, il faut prendre le temps de se dire quels sont les chiffres sur lesquels je peux communiquer, j'ai envie de communiquer, quels sont les témoignages que je peux recueillir et qui sont… et pareil, dans les témoignages, témoignages clients, mais il faut pas non plus que ces témoignages fassent la promotion absolument de votre boîte, quoi. Il faut juste que ce témoignage illustre la valeur ajoutée que vous leur apportez. Et ça va venir aussi donner des idées, par exemple, pour les JT. Les JT, il faut pouvoir leur dire, voilà, on a quelque chose à vous proposer, un peu de clé en main. On va vous fournir des chiffres, de la donnée. On peut vous mettre en contact avec tel client ou, par exemple, tout à l'heure, je prenais l'exemple de Klaxit qui fait du covoiturage domicile-travail. Pendant les grèves, on est régulièrement appelé pour les mettre en relation avec des covoitureurs qui utilisent la plateforme comme alternative. Là, avec la hausse des prix du carburant, ça explose. Les journalistes des JT nous demandent des covoitureurs qui utilisent le covoiturage pour diminuer leurs dépenses. Donc voilà, tout ça, il faut le préparer et l'avoir en stock pour que quand on vous en fait la demande, vous puissiez y répondre quasiment dans l'immédiateté parce que typiquement un JT, généralement, ça se fait en 24 heures. Ouais. Voilà. Et encore, du matin pour le soir. Ça peut être ça, oui. Donc, du coup, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, et je pense que c'est l'information qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est le journaliste, il faut se mettre toujours à sa place et se dire qu'il n'attend pas, c'est pas un publicitaire, il n'attend pas que vous fassiez votre promotion. En fait, il attend une information, un point de vue, un décryptage de l'actualité sur lequel il va pouvoir venir s'appuyer et du coup écrire. Voilà. En gros, il ne va pas acheter votre produit. Enfin, en tant que journaliste, ni le produit ni le service. Après, en tant que particulier, il peut être séduit. Mais chaque magazine ou chaque média, parce qu'on parle beaucoup de médias en ligne, a une ligne éditoriale, d'une part, et puis après des lecteurs. Donc, il s'adresse à eux. Donc, d'où la nécessité, en fait, d'apporter une information qui soit vérifiée et qui soit pertinente. Et c'est pas un catalogue de belles entreprises qui marchent très bien, qui vendent des produits magiques. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était la première partie. Ensuite, on a fait un petit focus sur les dons. Guillaume, peut-être tu voulais… Alors, j'ai quelques questions là qui arrivent dans le chat. Je peux vous les proposer, puis vous me direz si c'est des choses qui anticipent et pour lesquelles les réponses arrivent, ou sinon vous y répondez maintenant. Christophe pose la question de la préparation des porte-paroles au média training, parce que vous parlez notamment de la télé. Je pense que c'est pareil pour la radio. Enfin, à partir du moment où il y a vraiment une expression orale, comment on s'organise, comment on se prépare? Alors, le média training, c'est des choses que l'on fait. C'est des séances qui durent à peu près une demi-journée, où on simule en fait des interviews assez rapides de 5 à 10 minutes. Donc, sans préparation, en fait, on n'envoie pas les questions à l'avance parce que la plupart du temps, les journalistes ne les donnent pas. Et puis, l'exercice consiste en fait à débriefer chacune des réponses et à trouver la meilleure réponse à la question. En ayant en tête que je reviens un peu sur l'exercice, c'est qu'en fait, une interview avec un journaliste, c'est pas une séance de questions-réponses. C'est quel est mon message, qu'est-ce que je veux lui dire. Donc, il faut préparer une réponse qui lui convienne. S'il vous pose la question est-ce qu'il fait beau, vous n'allez pas chercher midi à 14h. Oui, c'est oui ou non. Mais dans la plupart du temps, c'est quel est votre message, qu'est-ce que vous voulez lui dire. Et ce message doit revenir assez régulièrement et surtout, ce qu'on a déjà dit, doit être illustré.
Mmh. Donc le média training, oui, c'est souvent nécessaire parce que ça permet effectivement de travailler sur l'éthique de langage, sur la posture même physique. C'est important je dirais, de s'adresser aux journalistes. Quand on veut appuyer sur certains points, de faire des gestes, mais pas de gesticuler partout, d'articuler, de ne pas parler trop vite. Enfin, on travaille à la fois sur le fond et sur la forme. Et les médias training, il faut être accompagné. Voilà, vous ne pouvez pas le faire tout seul parce qu'il n'y aura pas assez de recul, il faut le faire avec une tierce personne. Oui, puis ça permet d'objectiver aussi, parce que sinon… Exactement, c'est le but. Ouais, et on a le temps en 4 heures, en fait, de faire plusieurs interviews et on voit bien l'évolution, si vous voulez, on débrief. On voit bien que la 2e et la 3e interview se passent beaucoup mieux parce qu'en fait, les gens ont intégré. On leur laisse le temps de préparer ce fameux message clé. Et après, c'est une question d'habitude. Plus on fait d'interviews, plus on est rodé. Regardez les politiques qui sont quand même les rois de la communication. La plupart du temps, je veux dire, répondent jamais aux questions, mais oui, ils délivrent juste leur message. Je ne sais pas quelle est votre question, mais voilà ma réponse. Donc c'est effectivement un bon exemple. Et avant même de démarrer un média training, on peut effectivement aller regarder certaines prestations d'hommes et de femmes politiques pour s'en inspirer. Je relais une autre question. Clément qui demande à quel taux de réponse ou de publication moyen on peut s'attendre en envoyant un CP, si bien évidemment on considère qu'il est rédigé dans les règles de l'art et que le sujet est intéressant. Alors ça, c'est très aléatoire. Et d'ailleurs, ça, on va y venir dans les dons, justement. Mais en fait, il ne faut pas écrire le CP, l'envoyer et attendre. Il y a tout un travail après de relance où on va aller contacter le journaliste, on va aller chercher et on va essayer d'avoir son retour justement sur ce communiqué de presse-là, sur cette information-là. Si en revanche, on a 0 retour, c'est qu'il y a sûrement un problème dans le message. Ou alors que l'entreprise n'est pas connue aussi, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les journalistes recevant énormément de communiqués de presse, s'ils ne connaissent pas la société, si l'accroche du mail ne les inspire pas, ça part à la poubelle avant. D'où l'importance de les appeler pour les avoir au téléphone et pouvoir leur dire en 2-3 mots un petit peu le sujet de l'appel. Donc, c'est très, très compliqué comment dirais-je ? Il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas de statistiques. Après, nous, on travaille pour des clients pour lesquels on a énormément de retombées parce que le sujet est très à la mode aussi. D'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué, où il faut faire des relances d'une façon assez poussée. Il y a des sujets qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent un peu moins bien. Donc, c'est très compliqué. Et effectivement, de se dire, on envoie un communiqué de presse et puis on attend de voir comment ça retombe. Vous risquez d'être déçu. Enfin, après, si vous appelez Apple ou Samsung, c'est peut-être différent. Mais en l'occurrence, pas toujours, ça va pouvoir venir. Mais vous voyez, donc il faut bien travailler son message, bien travailler sa liste aussi, c'est-à-dire envoyer le bon communiqué au bon journaliste. Éviter de dire j'envoie à tout le monde, comme ça on verra bien quelqu'un qui répondra. Il faut avoir son petit cœur de cible, et d'où l'importance de la veille. Mais du coup, si vous voulez, Guillaume, tu me dis si il y a d'autres questions, mais justement ces points-là, on va les aborder dans les dons. Ok, j'en relais juste une dernière et j'en garde une ou deux en stock, il y en aura d'autres. Christophe nous demande ce qu'il en est des points presse, des conférences de presse. Est-ce que c'est suivi? Est-ce que les journalistes participent? Parce qu'effectivement, vous avez parlé d'un certain nombre d'outils, mais pas de la conférence de presse ou du point presse. Qu'en est-il? Nous, on l'utilise un petit peu. Moi, j'en fais un mercredi prochain parce que c'est un lancement. Voilà, c'est un lancement. Mais en gros, ça s'adresse à qui? C'est-à-dire, il faut être qui comme entreprise en termes de maturité, de capacité à intéresser voilà, il n'y a pas de règle, tout dépend la pertinence de votre contenu. Je pense en fait, on ne fait pas un point presse pour annoncer une actualité lambda, non, mais voilà, une actualité simple. On fait un point presse parce qu'on a une grosse actualité, on a des choses à dire sur le marché et peut-être même on vient un petit peu
déstructuré. Enfin voilà, on vient Il y a un côté un peu événement quand même. Ouais, il faut un côté un peu événementiel. Mais moi, je trouve que le point presse est toujours bien parce que ça nous permet de rencontrer les journalistes en face à face, d'échanger, de créer du lien. Après, maintenant, il faut plus s'attendre à des conférences de presse avec un nombre de 20-30 journalistes. Il faut se dire, voilà, nous d'ailleurs, on parle plus en point presse, de se dire déjà si on a notre cœur de cible, 5-10 journalistes présents, c'est déjà bien. super La bien. qualité. La C'est la qualité. qualité, voilà. On Ok. n'est plus dans la quantité, on est vraiment dans la qualité. Et je pense qu'il faut le voir comme ça et Ok. le travailler ainsi. Ouais. Après, il y a un autre moyen, effectivement, de rencontrer des journalistes et de parler avec eux, c'est l'interview. Ouais. On l'utilise énormément, nous. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un communiqué de presse et qu'on relance, la relance, elle consiste à proposer un entretien téléphonique Ouais. ou face à face avec, entre le journaliste et notre client. Mm. Donc ça, c'est quand même, Créer la rencontre. aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. Que ce soit, que ça peut durer un quart d'heure parce que c'est juste une précision par rapport au communiqué, mais ça peut être un peu plus long parce qu'on a besoin de revenir sur l'historique et sur la genèse de l'entreprise. Voilà, donc, mais ça, c'est vrai que ça marche bien. Le communiqué seul, hein, si vous voulez, je dirais, c'est la première étape pour tenir informé le journaliste. Après, le rôle de l'agence ou bien de la personne qui s'occupe des relations presse en interne, c'est effectivement de faire le lien. De faire le lien et d'essayer créer la rencontre. d'organiser la rencontre. Ok. Alors, ça marche pas à tout le coup, hein. Et un point presse en digital, ça marche? C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs? Ou c'était juste On en a fait pendant le Covid parce qu'on n'avait pas le choix, mais aujourd'hui. Même pour Dassault Systèmes, c'était compliqué. Ouais, mais aujourd'hui, ça reste compliqué. Je pense que les journalistes ont à nouveau envie de sortir. Bon, même s'ils sont très débordés, que la presse est un secteur qui qui est pas très très en forme, donc il y a de moins en moins de journalistes dans les rédactions, mais quand même. Je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui privilégier des entretiens peut-être informels en one-to-one avec le journaliste plutôt qu'un point presse digital parce que en plus vous avez aucune maîtrise. Le journaliste peut venir au début, partir au bout de 10 minutes. Il peut arriver en plein milieu et donc du coup avoir une vision partielle de ce que vous racontez. Et donc en fait, ouais, nous on le conseille pas vraiment quoi. En temps Covid, quand c'était ultra nécessaire, on le faisait, mais aujourd'hui il n'y a plus de raison. Ok, super. Bah, je vous laisse passer aux dons. Et puis si les participants ont d'autres questions, qui continuent de les poser, on Avec aura plaisir. Ouais, avec plaisir. Donc du coup là un petit récap des dons. Donc là rapidement et après on va venir l'étayer, mais donc comme on le disait, diffuser un message qui est non maîtrisé parce que du coup on en parlait, mais ça peut donner lieu à zéro retour, pas d'intérêt pour votre entreprise. Contacter des journalistes non ciblés. Et donc, c'est là où la veille prend toute son importance et c'est un travail qu'il faut faire quotidiennement parce qu'il faut regarder qui écrit sur votre secteur, et comment il aborde le sujet, quels sont les angles, aller regarder son Twitter, son LinkedIn. Enfin, voilà, il faut vraiment faire ce travail-là. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le fait pour avoir un cœur de cible de 10-15 journalistes, mais on est sûr que quand on va leur parler de votre boîte, de votre actualité, ils vont quand même être intéressés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont traiter à chaque fois. Parce que c'est leur sujet. Mais c'est leur sujet, ils vont quand même s'intéresser. Ensuite, le troisième don, c'est de contacter les journalistes au mauvais timing avec un contenu inadapté. Donc ça veut dire que on est en veille de manière générale sur ce qui se passe dans l'actualité. Si on voit qu'il y a une actualité très forte qui prédomine, qui préempte tous les médias, on évite d'annoncer un lancement ou quoi que ce soit parce qu'il y a de fortes chances qu'on passe à la trappe. Typiquement, pendant les élections présidentielles, la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, n'importe quel secteur, n'importe quel journaliste qui traite des sujets mobilité, santé, éco, etc., ils étaient tous sur ce dossier-là. Donc voilà, il faut le faire de manière avec du bon sens, quoi. Et ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, envoyer un email, un communiqué, et on attend de voir ce qui se passe. Ça ne marche pas parce que, comme le disait Laurence, le journaliste reçoit plus de 500 communiqués par jour. Donc, en plus, s'il ne vous connaît pas, s'il ne connaît pas la personne qui envoie le communiqué, il y a
vraiment, il y a une forte probabilité qu'il ne clique même pas sur le mail. Donc alors après, il ne faut pas non plus Le harceler. le harceler et l'appeler une fois que vous avez appuyé sur le bouton, mais vous Oui, laissez oui. passer une journée, voir un petit peu comment ça retombe, et puis ensuite vous prenez votre téléphone. Voilà. Donc du coup, pour revenir un peu dans le détail des dons et des choses importantes aussi, il faut vraiment pas confondre les relations presse avec la publicité. On fait vraiment deux métiers qui sont différents et comme on le disait tout à l'heure, le journaliste, lui, n'est pas intéressé par du contenu publicitaire, il veut informer ses lecteurs, donc il lui faut une information qui est vraie, qui parle du marché. Et les relations presse, nous, on travaille vraiment sur ça, sur quelle information pourrait intéresser le journaliste et comment on peut l'aider en fait dans sa recherche. Voilà, c'est vraiment ça. Ou alors peut-être même lui soumettre des angles, mais voilà, on est vraiment dans cette dynamique et pas de faire la promotion genre telle entreprise est numéro 1, on propose le meilleur produit du marché. Enfin, voilà. Donc ça l'intéresse pas. Donc. Ça l'intéresse et pas. puis vous prenez le risque d'être blacklisté, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si il a l'impression qu'effectivement que la démarche est trop publicitaire Agressive, ou commerciale ouais. ou agressive, qui systématiquement ce que vous lui envoyez, ça part à la trappe avant même d'avoir été ouvert. Ouais. Donc ça serait dommage. Et donc du coup, pour que vous compreniez bien, les relations presse en fait servent la notoriété de la marque. Donc on va venir travailler votre image. À l'inverse de la publicité qui va peut-être venir vous créer du lead immédiat. Donc voilà. Comme ça que ça fonctionne. Le deuxième point, c'est on évite de s'exposer à un éventuel bad buzz. Donc ça, bon, ça arrive peu souvent si on a respecté le point d'envoyer un message maîtrisé. Mais typiquement, là, on a pris cet exemple. Je sais pas, c'est un petit peu petit. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est le parc Astérix qui a lancé, qui avait lancé une nouvelle attraction. Mais on ne sait pas comment elle s'appelle parce qu'on ne voit pas le rapport avec le faire on voit pas. Mais alors voilà, en fait, ils ont envoyé une invitation presse pour convier les journalistes, sauf qu'ils l'ont fait en format de faire part de décès. Et donc, du coup, ça a été très mal pris par les journalistes. C'est très malvenu, quoi. Donc, voilà. C'est comme si on leur annonçait qu'ils étaient morts. Donc, c'est assez bizarre. Alors, c'est très bizarre, ouais. On n'a pas compris, je ne sais pas si c'est une agence qui leur a proposé ça ou si c'est une idée interne, mais en tout cas, ça a été très mal perçu. Ça à ne pas faire. On évite de cibler les mauvais journalistes, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, si on est dans le domaine de la santé et qu'on a une innovation qui concerne vraiment les professionnels de la santé, on n'appelle pas Marie-Claire. On n'appelle pas Marie-Claire ou même les pages santé de Marie-Claire. Oui, voilà, on sait qu'on n'aura pas le bon message, quoi. Donc ça, c'est important. On évite, on disait tout à l'heure, de solliciter les journalistes à une période non propice parce qu'il vaut mieux se dire bon, j'attends quelques jours. Alors, typiquement, quand il y a eu la crise du Covid, on ne savait pas vraiment, on se disait pas dans 2 mois ça va passer, donc on attend. Donc, à un moment donné, il faut quand même continuer à communiquer, bien entendu. Mais si on sait que c'est des périodes qui vont durer sur un certain moment, sur une semaine, voilà, si notre actualité peut attendre la semaine d'après, on attend pour être sûr d'avoir l'attention du journaliste à ce moment-là. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire, nos 10 conseils, c'est de faire une veille quotidienne. Ça, c'est vraiment important. Très important. C'est ce qui va un peu articuler la manière dont vous allez communiquer avec la bonne personne, à quel moment. Oui, et puis ça vous donne une idée de ce que fait la concurrence également, de la manière dont elle le fait. Donc, ça vous permet aussi de ne pas faire la même chose et de trouver la manière de vous différencier. Ensuite, du coup, on définit justement ces messages différenciants qui vont exprimer notre ADN, notre raison d'être et qui vont, encore une fois, venir créer la distance avec la concurrence. On crée un contenu qui est plutôt créatif, informatif. Alors, quand on dit créatif, des fois, suivant le secteur dans lequel on est, il faut proposer un contenu qui sort un peu des sentiers battus. Ça peut attirer l'attention du journaliste, mais voilà, il faut toujours qu'il reste informatif avec une forte valeur ajoutée. On donne des chiffres, de la citation, on propose du témoignage pour que le journaliste comprenne que vous avez une information, mais que vous pouvez l'illustrer derrière et que du coup, ce que vous dites
et C'est vrai. crédible, et Ouais. c'est vrai. Vous apportez la preuve quand vous voulez indiquer que vous avez une solution qui est extraordinaire. Le mieux, c'est quand même que vos clients parlent à votre place, hein. C'est le tiers de confiance Exactement. qui va expliquer pourquoi c'est bien, quels sont les avantages, en quoi ça lui a permis n'importe quoi, d'économiser X milliers d'euros par an et par personne. Enfin, voilà, donc c'est ça qui peut être intéressant pour le journaliste. Ouais. On définit bien ses cibles médias. Donc, je veux m'adresser, j'aimerais être dans tel et tel média. Qui sont les journalistes de ce média qui traitent de mon sujet? On se fait un cœur de cible à 10-15 journalistes, déjà pour commencer. C'est déjà un très bon démarrage, surtout si vous arrivez à les accrocher, à entrer en contact avec eux. Voilà, ça vous fait vraiment votre socle. Si l'entreprise est située en région, ce qui est peut-être ce qui est sûrement votre cas, il faut se servir de la presse régionale parce que c'est un excellent tremplin. La presse régionale est très puissante, donc du coup, il faut vraiment l'utiliser. Ouais. Ouais, elle est sans doute plus facile à aborder aussi. Plus facile à aborder, elle va être tout de suite intéressée, sachant que même dans la presse nationale, il peut y avoir des correspondants régionaux dans votre région. Donc du coup, il faut aller les chercher. Voilà. Comme des titres comme l'Usine Nouvelle, comme les Échos, la plupart du temps, même Le Monde, disons la Tribune, c'est des correspondants régionaux qui peuvent être plus proches de vous, plus proches de l'écosystème et du tissu d'entreprise de la région. Donc, exactement. Et ça, même dans l'audiovisuel, c'est-à-dire que même un TF1, un M6, un BFM, ils ont tous leurs antennes un peu éparpillées dans la France. Donc voilà, il faut l'avoir en tête pour aller chercher ces journalistes-là en priorité. Donc, pour être vu et lu par le journaliste, si on ne le connaît pas, il faut vraiment travailler l'objet de son mail pour ne pas qu'il soit banal et que le journaliste comprenne tout de suite l'information que vous allez pouvoir lui délivrer. Donc, exprimez tout de suite le secteur sur lequel vous êtes pour qu'il comprenne et l'information. Ensuite, on diffuse un communiqué de presse au moment le plus opportun, donc ça, on l'a dit tout à l'heure. On relance par téléphone son cœur de cible, donc c'est 10-15 médias, pour prendre la température, pour voir s'ils ont bien reçu le mail. S'ils l'ont pas reçu, on leur demande si on peut leur expliquer pourquoi on a pensé à eux, et on leur raconte brièvement, voilà, en 2-3 mots, l'objet de notre appel. Et comme ça permet de créer du lien et de voir l'intérêt du journaliste. Et de pouvoir lui proposer un entretien téléphonique. Et voilà. Et on propose systématiquement une rencontre avec le porte-parole, avec le fondateur, pour voilà, vraiment concrétiser cette relation. Alors après, il n'est pas toujours évident de trouver, effectivement, nous on a des outils qui nous permettent d'avoir l'accès mail, enfin les adresses mail des journalistes et certains numéros de téléphone. Après, en tant que start-up, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux. De nombreux journalistes sont sur Twitter, sur LinkedIn également. Donc c'est aussi une manière de les aborder. Complètement. Et donc voilà, on a fini notre présentation et avec plaisir pour répondre à toutes vos questions. Merci Laurence, merci Claire. Alors je relais quelques questions qui sont arrivées dans le chat. J'invite les participants à poser leurs questions s'ils en ont, c'est le moment. David nous demande pour une start-up, est-ce qu'il vaut mieux attendre d'avoir un minimum de clients ou d'utilisateurs avant de communiquer ou est-ce qu'il faut le faire au moment du lancement du produit, quitte à se faire piquer l'idée par des concurrents, par exemple, ou quitte peut-être à faire un flop parce qu'on est trop jeune. Si la solution est bien aboutie et qu'elle est disponible, je dirais, pour les clients, on peut. Il faut qu'elle soit disponible, comme dit Laurence, parce que disponible et puis qu'elle soit un peu différente de ce qui existe sur le marché. Si c'est un MeToo, ça va être compliqué. Mais par exemple, si vous voulez communiquer sur votre produit, sur votre offre, parce que vous vous dites on est les premiers, on veut pas, on veut préempter le marché. Là, c'est très bien, mais en revanche, il faut s'assurer que tout fonctionne, que si vous adressez à une cible grand public, que le grand public puisse, en lisant l'article, aller voir télécharger l'application, profiter de votre offre, etc. Parce que si c'est pas le cas,
là, c'est Oui, très mauvaise com, ça ne sert à rien parce qu'en fait, on va parler de vous, on va parler de votre lancement. Le grand public va vouloir aller regarder ce que vous faites, mais ils vont rien trouver ou alors ça ne va pas marcher, il va y avoir des bugs. C'est la déception assurée. C'est la déception et ils reviendront pas. Et après, en termes de communication, nous, c'est très compliqué pour réannoncer un lancement. Donc, du coup, dans ces cas-là, on aime bien que tous les leviers de votre côté soient activés, que tout soit dans le vert. Si vous avez, généralement, vous avez quand même quelques références parce qu'il y a les périodes de bêta, etc. Donc, il faut, voilà, si on a même une ou deux références sur laquelle s'appuyer, surtout si c'est une belle référence, bon, bah, dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Mais je dirais, voilà, l'essentiel, en fait, avant de communiquer, c'est de s'assurer que tout fonctionne correctement et que ça soit disponible. Ok. Christophe nous demande si vous avez des recommandations sur les outils de veille du moment. On a parlé un peu des sujets Twitter, LinkedIn, etc. pour essayer d'avoir des contacts. Comment on organise la veille? Comment on identifie globalement les journalistes, les tendances, etc. Alors, nous, on a effectivement… Alors, d'abord, on lit les journaux. On lit beaucoup, ce qui est une pratique qu'on voit de moins en moins. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la presse se porte pas très bien en France, puisque les gens ne lisent plus. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, après, on peut lire en ligne, hein, mais il faut être abonné la plupart du temps si on veut lire les articles. Des fois, il n'y a pas les mêmes journalistes aussi en ligne que sur le print. Donc, moi, je trouve que c'est bien quand même d'acheter les au moins papiers de temps en temps. Une fois de temps en temps, lire un quotidien, un mensuel et un hebdo. Ensuite, nous, on a des outils, effectivement, donc un outil qui s'appelle Factiva, qui est une grosse base de données Dow Jones qui recense à peu près 3 000 ou 4 000 titres de presse, mais mondiale. Donc, mais alors, qui ne reprend pas la presse spécialisée, hein, c'est surtout les grands médias, et il n'y a pas l'audiovisuel. Mais ça nous donne quand même, on peut, si on, avec un mot-clé, je veux dire, on voit à peu près ce qui sort, qui écrit, sur quoi. Donc ça, c'est, mais bon, c'est un abonnement qui coûte un certain prix. Je pense que ça, c'est après, on fait de la Google Alert. Et puis, je pense le mieux aussi, c'est déjà si vous avez des concurrents, d'aller de taper le nom de vos concurrents, d'aller regarder simplement dans l'actualité, voir un peu qui est écrit sur le sujet, sur Twitter pareil. Il faut vraiment pas avoir peur d'aller voir ce que fait la concurrence. Au contraire, c'est très bien. Ne serait-ce que pour voir comment eux communiquent et comment vous allez pouvoir vous positionner pour être différent. Mais oui, je dirais que la veille d'un premier niveau, c'est Twitter et essayer d'aller vous-même rechercher avec des mots-clés, avec vos mots-clés sur Internet. Et de noter ces journalistes-là, de les suivre sur Twitter, sur LinkedIn et le moment opportun de rentrer en contact avec eux. Ok, très clair. Il y a un sujet aussi qui est un peu connexe, c'est celui de la gestion de crise. Parce que parfois, il y a des bad buzz. Il y en a un qui me vient en tête. Vous avez probablement suivi suite à un petit passage vidéo d'une fondatrice de start-up qui parlait des conditions de travail dans sa boîte et qui s'est fait… dont la réputation était descendue en flèche. Comment on gère un mauvais papier, un bad buzz comment ça marche? Il y a des droits de réponse, on peut réintervenir. Comment on gère Déjà, ce que je dirais, c'est que la crise, elle s'anticipe. C'est vraiment, c'est une erreur fondamentale de se dire, on attend que ça va se passer. C'est quelque chose que il faut quand même prévoir. Il faut la mettre sur la table très vite. Il faut définir en fait les différents scénarios qui peuvent arriver en fonction de votre secteur d'activité. Donc scénario 1, 2, 3. Donc le plus plausible, le moins plausible, mais qui peut aussi arriver, le pire, et puis identifier en face les porte-paroles, le ou la personne ou les personnes qui seront habilitées à prendre la parole, et puis le message. Qu'est-ce que vous allez répondre par rapport à ça? Donc ce qu'on appelle les statements. Donc on peut travailler sur ce qu'on appelle nous un manuel de crise où on identifie tous les scénarios possibles et puis on donne les différents éléments qui seront dans lesquels pourra piocher l'intervenant. Après, concernant typiquement le droit de réponse,
Ça, c'est très particulier parce que le droit de réponse, on a le droit de l'appliquer justement à partir du moment où le journaliste donne une mauvaise information. Oui. Donc, L'information est fausse. Voilà, ça, ou c'est pour erronée. contrer la désinformation où on peut faire appel au journaliste en disant « Vous avez écrit ça, Mais ça n'est pas c'est vrai. faux, je demande un droit de réponse » et ça, vous l'envoyez directement au rédacteur en chef en lui faisant un papier, en démontrant pourquoi ce que le journaliste de son journal a écrit était faux. Oui, il a pu se tromper, mal comprendre. Oui, alors le mieux, c'est quand même d'appeler le journaliste en Ouais. lui expliquant qu'il s'est trompé. Si le journaliste maintient le fait que il veut garder la publication de son papier sur le web, etc., pour X ou Y raison, ou que c'est paru sur le print, là, vous exigez un droit de réponse, effectivement, en démontrant que l'information était fausse. Et généralement, les journalistes sont hyper ouverts à ça parce que là, voilà, l'erreur peut arriver. Et, de moins en moins de journalistes font relire les citations. oui, donc il y en a quelques-uns, ou alors sur des choses très techniques et très complexes, mais la plupart du temps, ils veulent pas parce que ça prend du temps. Donc on ne relit jamais les articles, sauf en presse. C'est quelque chose qui étonne encore beaucoup de gens, moi, des jeunes fondateurs, des jeunes chefs d'entreprise qui sont interviewés, enfin qui font leur premier passage, souvent me disent que voilà, ils s'étonnent de ne pas avoir eu de retour, de ne pas relire l'interview, de pas voilà, on est d'accord que c'est la déontologie. Ouais. Ça c'est la liberté de la presse. En fait, le journaliste ne doit pas dénaturer vos propos. Donc, quand vous faites l'interview, bon, ok, il ne veut pas vous faire relire son papier, il ne veut pas vous faire relire ses citations. Si l'article paraît et que dans votre citation, il y a quelque chose qui est mal formulé, qui est mal dit, là, vous pouvez tout de suite demander rectification. Il n'a pas à dénaturer vos propos. Mais généralement, ils sont quand même très attentifs à ça, justement. Et souvent, ils enregistrent. D'où l'intérêt du média training pour justement faire des phrases courtes, éviter de s'en mêler les pinceaux et de faire des phrases à rallonge où on ne sait plus ce qu'on raconte. Voilà, donc, et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'entretiens téléphoniques parce que ça arrange tout le monde, mais c'est assez compliqué, en tout cas au démarrage, parce qu'en fait, vous ne voyez pas l'attitude ou en tout cas la réaction du journaliste à qui vous parlez. Quand vous l'avez en face de vous, vous voyez bien si ce que vous lui dites, comment est-ce qu'il le perçoit. Au téléphone, non. Et ils sont pas très friands de la visio, du Teams ou compagnie, c'est assez rare. Donc c'est plutôt du téléphone. Donc je dirais que au démarrage, ça peut être dangereux. D'où l'importance de bien être préparé, d'avoir bien son message clé, bien clairement, de faire des phrases qui soient effectivement courtes, de manière à pas prêter le flanc, si vous voulez, à une interprétation qui pourrait déplaire. Parce qu'une fois que c'est écrit, c'est écrit. Et le droit de réponse, c'est vrai que ça n'a pas la même... Enfin, même si on l'a, c'est toujours dans un coin, en bas de page, encore 4, exactement. Donc personne ne le voit. Donc il faut se préparer. Dans le message, justement, quand on prépare, j'imagine qu'il y a quand même il y a des questions. Alors, effectivement, il faut que le message soit court, il faut qu'il soit impactant. Il y a le fond, la manière, enfin les mots qu'on choisit. Il y a peut-être aussi un sujet sur les chiffres. Peut-être quand on annonce des chiffres, ça a un caractère impactant. Il faut chercher, j'imagine, des chiffres significatifs Les chiffres, soit ce sont les vôtres. Et si ce sont les vôtres, il faut que vous statuez dès le début sur les chiffres que vous donnez et vous y tenir. C'est-à-dire, d'une interview à l'autre, on ne change pas de 1%, 2%. Oui, notre chiffre d'affaires, il est de 50 millions. Ben non, finalement, il est de 70. Voilà. Voilà, donc il faut. D'abord, vous vérifiez que vous soyez autorisé à les divulguer. Et puis ensuite, mettez-vous d'accord sur les différentes personnes qui vont intervenir, que vous êtes, voilà, c'est 100 ou 50, mais c'est pas entre les deux, ni l'un ou l'autre. Voilà, donc ça c'est à voir en interne. Si vous voulez citer un client, assurez-vous qu'il est d'accord que vous le citiez, qu'il ne se retrouve pas dans une interview où il n'avait rien demandé. Mon client a été d'accord, et puis finalement non. Vous voyez, donc il faut tout vérifier. C'est souvent du bon sens, en fait, nos métiers. C'est pas tant... on réinvente pas la roue, simplement on essaye de réfléchir 5 minutes à ce que peut attendre un journaliste et la façon dont il faut qu'on s'adresse à lui, en fait. Très clair. Est-ce que vous avez
c'est publié. Après, sur le web, on peut faire des modifications. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'ils sont quand même, les journalistes, une fois qu'ils ont fait le travail, ils ont moyennement envie de revenir dessus. Hein, donc, On peut comprendre. Est-ce que vous avez un mot de conclusion pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, Laurence, Claire? Voilà, écoutez, on était ravis. On espère que ça vous a apporté oui, ça vous a un peu quelques lumières, quoi, ouais. éclairé et que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers nous, un point de précision. Ouais, avec Si plaisir. vous voulez qu'on vous aide sur une mission ou une autre, voilà. Super. Alors, bon, on voit vos coordonnées qui s'affichent et que je relayerai avec plaisir. Je précise à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que votre intervention, elle n'est pas fortuite. Hein, il y a un lien particulier entre Digital Loire Vallée et GNG, puisque GNG est l'agence qui, depuis quelques semaines, hein, c'est tout récent, accompagne Digital Loire Vallée dans un travail de valorisation, de promotion des innovations et des réussites sur le numérique et l'industrie dans la région Centre-Val de Loire. Et donc, c'était une manière pour nous de matérialiser aussi cette collaboration et de faire partager à un maximum de personnes votre expertise. Et donc, merci encore pour ça. Merci à toi, Guillaume. Merci à vous tous. Je vous remercie, Laurence, Claire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live avec un nouveau sujet qui sera cette fois comment construire une identité visuelle forte pour son entreprise. On reste dans les sujets de marque et de promotion et je pense que ça va aussi intéresser pas mal de monde. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt. Bonne journée. À bientôt. Très bonne journée à vous tous.